Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quelle est la portée théorique maximum qu'on peut atteindre en transmission DMR avec un relais DMR? À votre avis? Bon, je vous spoil la fin, c'est marqué là, 150 km maximum. Je vous explique tout de suite pourquoi. On y va, explication. Tout d'abord, je voudrais commencer par remercier Maxime, F4HWD, pardon, qui m'a inspiré cette vidéo. Vous pourrez aller voir un commentaire qu'il a laissé sous la dernière vidéo que j'ai faite sur les talkie-walkie analogiques en disant que c'était le 4x4 et que ça n'allait pas disparaître tout de suite. Merci à toi Maxime, parce que grâce à toi, tu m'as inspiré cette vidéo où tu as dit très justement: autre avantage aussi de la FM par rapport au DMR, la distance de transmission en mode relais, il est impossible d'aller au-delà de 162 km en DMR, le relais ne donnera pas le top de synchronisation même si le signal est fort. Il faut alors passer en direct et prier pour que vos correspondants vous entendent. Et bien tout à fait, j'ai trouvé que c'était une remarque super judicieuse, et je me suis dit, bah tiens, ça va m'inspirer une vidéo, et on va voir pourquoi est-ce qu'on ne peut pas atteindre une certaine distance. Alors, toi tu tombes sur 162 km, la norme définit 150. Tu as peut-être des documents que j'ai pas ou des posts un peu plus précis qui permettent d'aller un peu plus loin. Donc là, pour les besoins de cette vidéo, je me suis référé à la norme pour savoir ce qu'elle disait, et tout est référencé sur la distance maxi qu'on peut dépasser, enfin à ne pas dépasser plutôt. On y va, c'est parti. Je commence par un petit rappel. La DMR, qu'est-ce que c'est? Alors pour la plupart de mes abonnés, vous savez ce que c'est normalement, si vous êtes radioamateur, si vous êtes des usagers coutumiers de ce genre de poste, vous savez ce que c'est que la DMR. DMR, ça veut dire Digital Mobile Radio. C'est une norme qui a été faite il y a quelques années par Motorola, dans le but de faire évoluer les vieilles radios analogiques afin de leur intégrer un standard numérique et de pouvoir converser du coup en numérique. Donc au début, il n'y avait que Motorola qui l'a fait, et maintenant il y a pas mal de monde, elle est proposée par Motorola, Itera, Kenwood, Vertex, TYT, Anytone, et sans doute encore d'autres que je ne connais pas, mais donc elle est utilisée par beaucoup de monde, cette norme. Donc c'est un standard de télécommunication qui a été déposé auprès de l'ETSI, European Telecommunication Standard Institute, donc un institut de standardisation européen, sous la forme de 4 gros documents que vous trouvez en public. Vous pouvez le télécharger sur le site de l'ETSI, ETSI. Donc ETSI TS 102 361-1-2-3-4. Chaque document étant une partie de la norme, décrivant du coup une partie de cette norme. Et ça, c'est très utilisé, cette norme, dans les systèmes de type PMR, Professional Mobile Radio, ou alors les systèmes de type talkie-walkie. Vulgairement, quand tu dis talkie-walkie, la plupart du temps, c'est un réseau PMR. Voilà. Ensuite, petit rappel sur la norme DMR. Hop, je vais juste réajuster l'image. Qu'est-ce que c'est que la DMR? La DMR, ça utilise des trams, des formats de trams, de 264 bits chacun, qui sont faits de cette façon-là. Il y a 108 bits de données, enfin en tout, 2 fois 108 bits de données, plus au milieu 48 bits de synchronisation. Il faut savoir que c'est une norme qui utilise 2 slots. On va en parler juste après. C'est-à-dire qu'on peut être à 2 à parler en même temps. Chacun a un temps de parole de 30 millisecondes à respecter. En réalité, c'est pas tout à fait 30, c'est 27,5, mais toutes les 30 millisecondes, ça change. Les 27,5 millisecondes permettent de laisser ce qu'on appelle un guard time, un intervalle de sécurité pour éviter de se marcher dessus, et que si jamais on est à 2 à parler sur la fréquence, chacun respecte son temps de parole sans gêner l'autre. Ensuite, voilà le principe du TDMA double slot. Donc le TDMA, ça veut dire Time Division Multiple Access. Ça permet de partager la fréquence tout simplement en temps. Donc c'est-à-dire division de la fréquence sous forme de temps, division du canal. Donc chacun a son temps de parole, 30 millisecondes pour l'un, 30 millisecondes pour l'autre, 30 millisecondes à nouveau pour le premier, puis de nouveau 30 millisecondes pour le second, et ça alterne en permanence comme ça. Ce qu'on voit, c'est que chacun a un temps de parole qui lui est dédié, et chacun doit synchroniser sur ce temps de parole, et surtout bien laisser le guard time, ici l'intervalle de sécurité entre les deux, pour pas se marcher dessus. Donc on a un intervalle de temps de 30 millisecondes. Dans cet intervalle, on a 27,5 millisecondes pour parler. Idéalement, il faut être au milieu, et de façon à pas gêner le système, de façon à pas gêner l'autre, si jamais on est 2 à parler sur les 2 slots en même temps. Ensuite, on continue sur les rappels sur la norme DMR. Chacun a son temps de parole, et c'est hyper important d'avoir une bonne synchro.
Pour avoir une bonne synchro en DMR, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, il faut faire en sorte que quand un mobile ou un portatif, ça émet, quand on parle avec ce truc-là, qu'on appuie sur le bouton PTT ici, et qu'on parle, c'est hyper important d'être bien synchronisé avec le relais. Le relais, lui, c'est lui qui va donner le tempo. Il va émettre en continu. Et en continu, donc il va mettre slot 1, slot 2, slot 1, slot 2, mais sans jamais s'arrêter. Les postes, eux, en dessous, là, ils vont chacun avoir leur temps de parole. Et c'est hyper important, déjà, pour une bonne synchro, que chacun respecte son guard time. Ici, vous voyez tous les intervalles, 1, 2, 1, 2, donc 1 c'est slot 1, 2 c'est slot 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et chaque fois qu'il y a un intervalle, c'est les 2,5 millisecondes dont on parlait juste avant, qui sont à respecter impérativement. Sinon, si on n'est pas bien synchro, bah on risque de mordre sur le temps de l'autre, soit de lui empêter, de créer des interférences, ou alors de ne pas pouvoir simplement se synchroniser correctement. Et deuxième chose à voir, lui, le temps de parole, quand c'est un poste qui parle, bah, il émet pendant 30 millisecondes, il step pendant 30 millisecondes, il réémet pendant 30 millisecondes. Et par contre, quand c'est le relais, je vous ai dit, bah, il émet, lui, en continu. Et donc, ce guard time, il le comble avec des données qu'on appelle le catch. Le catch, ça veut dire Common Announcement Channel. Ça contient des données, alors je ne sais plus si c'est 12 ou 24 bits, je confonds toujours, je crois que c'est 12 bits. Et il y a dedans des données notamment sur quel slot va parler et est-ce qu'il y a de la conversation dessus. Qu'est-ce qui est en train de se passer sur le slot concrètement. Donc vous voyez, tous les petits bâtonnets rouges là, ça correspond à ce qu'on appelle le catch. Ensuite, autre chose hyper importante, je vous ai montré dans les diapos juste avant qu'au centre, là, il y avait 48 bits de synchro. C'est hyper important que ces 48 bits de synchro soient le plus en phase possible entre un émetteur, un poste ou un mobile, donc un mobile ou un portatif, et le relais, pour éviter de se marcher dessus. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que par exemple, quand un poste là est en train d'émettre sur le time slot 2, donc il émet une donnée vers le relais, lui, le relais, il est en train d'émettre le time slot 1. Et une fois que le poste il a émis son time slot 2, il se tait et il écoute le relais. Et le relais va lui réémettre l'information à lui, mais également à tous les autres, puisque c'est du broadcast. Ça va permettre au poste de savoir si, au niveau du temps de parole, il est bien respecté, et surtout, quel est le delta entre son temps de parole à lui et le relais, et de se synchroniser, puisqu'en fait, il est capable de calculer à quel moment l'information est partie du poste et sortie de là, et à quel moment l'information, elle revient dans le poste. Et donc, bah, il calcule le delta, et donc il est capable d'en déduire l'erreur, et savoir s'il est bien synchronisé. Et donc là, ce qui est hyper important, c'est que chaque poste, chaque mobile ou chaque portatif respecte bien cette synchro et soit le plus en phase possible avec le relais. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait de décalage. S'il y a un décalage, on risque d'empiéter sur tout simplement sur le temps de parole des autres et donc de créer des interférences. Voilà comment se passe la synchronisation des slots. Donc, hyper important, il faut que le temps de parole entre le moment où le relais émet sur un slot, l'autre slot soit le plus aligné possible. Vous voyez, la partie sync, là, les 48 bits de synchronisation, c'est hyper important qu'il soit le plus aligné possible avec, que quand le poste émet comme ça, un poste portatif ou mobile, il soit aligné avec le relais. C'est hyper important dans le cas des deux slots. Vous voyez ? Alors maintenant, on se dit, bon, dans un cas idéal, là, ce que je viens de vous montrer, oui, effectivement, ils vont être alignés, c'est super. Ça, c'est le cas idéal, c'est le monde des bisounours, sauf qu'on ne vit pas dans le monde des bisounours, on n'est pas chez Mickey, on vit dans le monde réel, et dans le monde réel, les horloges, elles dérivent en température, les postes ne sont pas toujours précis, il y a des temps de propagation, et donc la synchro n'est pas forcément respectée pile poil à la lettre. Il y a toujours un décalage. Comment on fait ? La norme, elle définit plus ou moins 1 milliseconde de synchro maximum, donc entre le relais qui parle et le poste, il ne faut pas qu'il y ait plus d'1 milliseconde, plus ou moins, dans un sens ou dans l'autre. Et tout ça, ça nous donne une distance de 150 km maximum entre le relais et le portatif ou le mobile. C'est bien entendu défini dans la norme, je vous le montrerai à la fin. Et donc pour ça, le portatif ou le mobile doit absolument s'assurer qu'il est bien synchronisé en calculant en permanence sa dérive et en la corrigeant. Comme je vous ai dit, il sait quand il parle, il sait quand le relais va lui répondre, il est capable de calculer le delta des erreurs et donc de déterminer s'il est bien synchronisé avec le relais.
Voilà, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne ceci. Voilà, il faut absolument que cette partie synchro-là, de début du poste, elle soit le plus, donc entre le portatif et le mobile et le relais, soit le plus synchro possible et qu'il n'y ait surtout pas plus d'1 milliseconde d'écart. C'est défini dans la norme, c'est comme ça. 1 milliseconde maxi. Le système est capable de supporter 1 milliseconde d'écart. Voyez bien que s'il y a 1 milliseconde d'écart ici, que lui par exemple il émet en retard, donc il va s'arrêter là, et que si l'autre il émet en avance 1 milliseconde, avec 1 milliseconde d'avance, on est à 2 millisecondes il reste quasiment plus de guard time. Hein. De l'intervalle de sécurité qu'on a ici est plus forcément respecté. C'est pour ça que c'est important d'être le plus en phase possible. Maintenant, vous allez me dire, c'est l'objet de la vidéo, 1 milliseconde de dérive, qu'est-ce que ça fait? Étudions la vitesse des ondes radio. La vitesse des ondes radio, c'est simplement la vitesse des ondes de la lumière. Hein. Ça va à 300 000 km/s, tout simplement. Donc en 1 milliseconde, les ondes, elles parcourent 300 km. On fait évidemment abstraction du niveau de signal. Hop, je vous ai fait une petite animation. Donc on imagine qu'on a la puissance suffisante, on émet un signal, l'autre le reçoit quand il est à 300 km, il le reçoit au bout d'1 milliseconde. Donc, ça y est, on a notre donnée, on sait qu'une transmission DMR ne doit pas excéder 300 km, tout simplement. Quand on a un relais d'un côté, bon là c'est 2 portatifs, donc c'est pas valable, mais quand on a un relais et quand on a un portatif comme ça, ou un mobile, il ne faut pas qu'il y ait plus de 300 km entre les deux. Et là vous allez dire, attends, tu nous as dit en début de vidéo, tu parles de 150 km. Et là, tu nous dis que 1 milliseconde, ça fait 300. Oui, parce qu'en fait, c'est une dérive de plus ou moins 1 milliseconde, aller plus retour. Donc, aller plus retour, 300 km au total, 150 km aller, 150 km retour, on a bien nos 300 km. Et donc, on ne peut pas aller au-delà des 300 km, enfin des 150 km entre le relais et le portatif, parce que sinon, après, on risque d'être désynchronisé, tout simplement. Et donc, aller plus retour avec 300 km, on a 1 milliseconde de propagation. Ça donne ça. Ça donne un signal qui, à l'aller, va mettre 0,5 millisecondes pour y arriver, pour aller jusqu'au relais. Et ensuite, le relais, il va le traiter, il va le renvoyer au poste. Retour, 0,5 millisecondes. On a donc notre décalage d'1 milliseconde si on est à 150 km. Si on augmente cette distance, on va être à plus d'1 milliseconde de décalage. Et au bout d'un moment, c'est trop compliqué de se synchroniser. Puisque ce qui risque de se passer si on est trop loin, c'est que le poste, là, si jamais il y en a un qui est juste à côté du relais et l'autre qui est hyper loin, le poste qui est hyper loin, il peut créer des interférences puisqu'il va se mettre à émettre un peu plus tôt, donc il peut empiéter sur le slot de l'autre, tout simplement sur le temps de parole de l'autre. Pour respecter sa synchro, à un moment donné, il va être obligé d'empiéter sur l'autre. C'est pour ça qu'on est limité par la distance, tout simplement. Voilà, donc au-delà de 150 km, la synchronisation, elle n'est pas garantie avec le relais, puisqu'on a une dérive supérieure à 1 milliseconde. Je rappelle, les 1 milliseconde, c'est défini dans la norme, il ne faut pas dépasser ça. Ces 150 km, c'est de la théorie. D'une part, il faut de la puissance pour atteindre 150 km, suivant la bande de fréquence qu'on utilise. Si vous êtes en UHF à 450 MHz, par exemple, il faut pas mal de pêche pour atteindre les 150 km de portée. Mais en revanche, si vous êtes sur des bandes plus basses, vous pouvez très bien les atteindre. Et attention aux dérives des horloges internes des postes. Il faut savoir que ça c'est un circuit électronique. Ça utilise sa propre horloge, ou son oscillateur, ou un circuit RC. Bon, j'imagine que c'est des oscillateurs de précision quand même. Simplement, ils vont forcément avoir une dérive. Et en plus, en température, ils vont dériver. Si vous l'emmenez dans des hautes températures, le poste, ou dans des basses températures, entre l'été et l'hiver, il va y avoir un décalage, c'est indéniable, c'est comme ça, c'est les composants électroniques qui sont faits comme ça. Donc, les dérives d'horloge vont induire de l'erreur en plus, et donc vont réduire cette donnée de 150 km. C'est hyper important que le poste se synchronise vraiment bien. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à vous reporter à la norme ETSI, donc la première partie, 102.361-1, la partie R interface, et le chapitre ici 10.2.3.1.3 Propagation Delay and Transmission Time. Je vous mets les petites affiches, si vous voulez, de ce qui est représenté dans ce chapitre.
Tout est détaillé, vous trouvez les fréquences d'horloge, vous trouvez comment c'est calculé, vous trouvez des différentes formules, les ppm, comment dire, ce qu'on appelle les, les dérives maximum d'horloge à respecter en fonction des bandes de fréquences, puisque effectivement l'ADMR peut être utilisé sur une grande partie, une large variété de bandes de fréquences, et il arrive, dans certaines gammes de fréquences, il ne faut surtout pas dériver, c'est plus critique que d'autres. Voilà, j'en arrive à présent à la conclusion. Hop, je vais pousser ma petite vidéo là. Eh ben, qu'est-ce qu'on peut dire à l'issue de ça? Le TDMA, l'usage du TDMA, de systèmes comme ça, quand on est en mode relié, c'est plus contraignant que le FDMA ou que l'analogique. Ça va nécessiter une bonne synchronisation entre les émetteurs et les récepteurs, ça va nécessiter que les horloges, les composants à l'intérieur soient des composants de qualité, ça va nécessiter des distances max à respecter, et ça, c'est quelque chose qui fait que pour moi, la DMR, aujourd'hui, elle est difficilement compatible avec les fréquences basses. Alors, les puristes diront, c'est quoi une fréquence basse? C'est les fréquences HF ou alors VHF basse, quoi. Pour moi, c'est inférieur à 100 MHz. Pourquoi? Parce que autant en 450 MHz pour atteindre les 150 km maxi, il faut bourriner en puissance, autant si jamais vous avez des fréquences très basses de quelques MHz, vous pouvez tout à fait utiliser de la DMR, et par contre là, les 150 km, vous pouvez très vite les atteindre. Donc ça en fait une norme qui n'est pas adaptée pour ces basses fréquences. C'est très bien adapté pour les réseaux PMR dans lesquels on trouve aujourd'hui des bandes 150, voire mieux les 450, on n'est pas embêté. Mais il faut savoir que vous avez cette distance maximum de 150 km à respecter. Dans la pratique, peut-être que vous pouvez aller un peu plus loin, puisque aujourd'hui les composants sont quand même de qualité, les postes arrivent à se synchroniser, mais vous aurez forcément cette partie dérive, ce temps de propagation, c'est une donnée physique qu'on ne peut pas changer, et plus vous êtes loin, plus il y aura de temps de propagation avec le relais, donc vous serez limité indéniablement par le système. Voilà. J'en ai à présent fini que cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez trouvé de la vidéo, si ça vous a plu. Également, Maxime, tiens, n'hésite pas à me dire, toi qui as trouvé 162 km, comment tu as pu trouver ça? Ça m'intéresserait de savoir, peut-être que tu as des données fabricants avec des quartz plus précis. En tout cas, moi, en lisant la norme, c'était 150. J'espère que du coup, ce type de vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas. Dites-le moi en commentaire, moi je les ferai avec plaisir. Et écoutez, je vous dis à très vite dans ces prochaines vidéos. Allez, ciao à tous.